Bonsoir et merci de me retrouver sur ce plateau pour ce numéro exceptionnel de vos enquêtes impossibles. Ce soir, je vous propose de revenir sur deux affaires qui mettent en scène des faits divers hors du commun, des scènes de crime qui défient la raison et des assassins insaisissables. Voici le sommaire de cette soirée spéciale consacrée aux meurtres en série. De 1995 à 2001, l'horreur frappe la ville de Perpignan à 4 reprises. 4 jeunes filles grandes et brunes disparaissent dans le quartier de la Gare alors qu'elles rentraient chez elles. Depuis la fin des années 90, on court après un tueur en série à Perpignan. Sur les corps retrouvés, 2 d'entre eux ont été vidés de leur sang et sauvagement mutilés. C'est une torture et c'est une torture au quotidien. Les enquêteurs traquent un tueur en série, un maniaque capable des pires atrocités. On l'avait éviscéré comme un pauvre animal. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Un jeune garçon est témoin de l'impensable. Elle vivait seule avec ses 2 enfants. Le tueur signe son crime de façon étrange. Il lui avait enveloppé la tête avec 6 mètres de ruban adhésif. Tout laisse à penser que la victime connaissait son agresseur. C'est un message adressé par le tueur à sa victime. C'est « je veux pas que tu me parles et je veux pas que tu me regardes ». Ce crime aurait pu rester impuni, mais c'était sans compter le témoignage d'un petit garçon. On dit parfois que le sort s'acharne. La ville de Perpignan, dans le sud de la France, et celle de Port-Huénémé, en Californie, illustrent bien cruellement cet adage. En effet, elles ont toutes deux été le théâtre, il y a quelques années, de meurtres en série. Dans notre première affaire, 4 jeunes filles ont disparu. Quel individu sans pitié a pu prendre pour cible des jeunes femmes innocentes? Je vous propose dès maintenant de suivre l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. Les faits se déroulent dans le golfe du Lion, dans le sud de la France, au début de l'automne 1995. Nous sommes le dimanche 24 septembre, il est environ 19h30, lorsque Tatiana Andourar descend du train à la gare de Perpignan. Elle doit se rendre chez ses parents pour dîner, comme elle leur a promis. Sa famille vit à Loupia, un petit village situé à 15 km de la gare. Ils l'attendent toute la nuit, mais Tatiana ne vient pas. Le lendemain midi, lorsqu'on n'a pas de nouvelles de Tatiana, on sait que c'est grave. Donc je me rends à la gendarmerie de Tuire pour signaler sa disparition. Les gendarmes parlent peut-être d'une fugue au départ, d'un contentieux familial. Elle a peut-être eu une dispute avec ses parents et elle est partie. On sait que Tatiana est une adolescente qui a peut-être quelques petits problèmes avec ses parents, mais ce n'est pas une jeune fille qui était à même de fuguer ou de disparaître complètement. On nous dit qu'on ne va pas la chercher de suite et elle va certainement rentrer dans les 24-48 heures. Une journée passe et la famille Andourar reste toujours sans nouvelles de Tatiana. Malgré leur insistance auprès des services de la gendarmerie pour que des recherches soient immédiatement entreprises, les gendarmes restent convaincus que la jeune fille a fugué et qu'elle va très certainement bientôt rentrer. Elle n'a pas donné signe de vie, elle n'a pas téléphoné. On attend 48 heures, on se rend de nouveau à la brigade de Tuire qui donc vont convoquer les amis avec qui elle était censée passer le week-end, qui vont lui dire qu'en fait Tatiana n'a pas passé le week-end avec elle, mais qu'elle s'est rendue à Toulouse. On nous demande donc de partir à Toulouse à la brigade des mineurs pour signaler sa disparition là-bas. Là, presque on nous rit au nez. On nous dit qu'en France on n'est pas à Chicago, qu'on retrouve toujours tout le monde. La famille dépose plainte très rapidement pour qu'on recherche donc Tatiana. Ses parents sont effondrés, elle a des frères aussi qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et aujourd'hui encore, on est sûr qu'elle n'est pas partie de son plein gré. Après plusieurs jours sans nouvelles de Tatiana, la gendarmerie ouvre une enquête pour enlèvement. On réalise rapidement qu'après avoir passé le week-end à Toulouse avec des amis, Tatiana était bien dans le train pour Perpignan. Un militaire a discuté avec elle sur le trajet et il l'a formellement reconnue.
Elle est dans le train avec des personnes qui ont pu confirmer sa présence. Elle descend à la gare de Perpignan, elle doit rejoindre ses parents et elle n'arrivera jamais chez elle. Donc il y a une enquête qui est faite, qui est relativement succincte parce que les gendarmes pensent que Tatiana a pu vouloir rejoindre un copain ou en tout cas s'éloigner quelque peu de sa famille. On est anéanti, on croit en la justice et on se dit ils vont la retrouver. Morte ou vivante, ils vont la retrouver. On va savoir ce qui s'est passé. Les mois passent et la disparition de Tatiana ne trouve aucune explication. Malgré le combat acharné de sa famille pour que la vérité éclate, après 1 an et demi d'instruction, le juge déclare un non-lieu et l'affaire est classée sans suite. Quand la justice vous dit stop, on arrête les recherches, là c'est l'incompréhension totale. Et il a fallu ce non-lieu pour me réveiller et pour me dire on peut pas arrêter les recherches, c'est pas possible, ma fille n'a pas été retrouvée. Et là donc c'est un combat qui va démarrer en solitaire. On va créer une association qui s'appelle Tatiana. On va substituer en fait la police, c'est-à-dire qu'on va éditer des affiches par centaines, on va les distribuer à l'autoroute, on va les faire circuler en Espagne, en France. 2 ans après sa disparition, un nouvel élément tragique va permettre de relancer l'enquête. L'enquête quand même demeure une énigme, on ne sait pas où est Tatiana et tout rebondit quand le 20 décembre 1997, une autre jeune fille est disparue. Il s'agit de Mokhtaria Chaïb, une étudiante de 19 ans. Ce soir-là, elle passe la soirée chez un ami qui habite à côté de la gare de Perpignan. Il est 22h30. Elle emprunte la rue Courteline pour se rendre à la cité universitaire où elle vient d'obtenir une chambre pour ses études de sociologie. Le lendemain, on retrouvera son corps au centre d'un terrain vague à côté du cimetière ouest, proche de la gare. Le corps est totalement exsangue. Il y a des mutilations, des lacérations sexuelles. Les seins de Mokhtaria avaient été découpés, et vraiment de façon très précise. Je crois qu'on avait ôté aussi une partie de ses organes génitaux, on l'avait éviscéré comme un pauvre animal. C'est un corps posé là, dans un terrain vague, donc assez rapidement, on se dit que ce corps a été transporté, que Mokhtaria n'a pas été tué sous le coup d'une pulsion, d'une colère, que tout a été organisé. Le corps est déposé sur un terrain vague, au vu et au su de tout le monde. Donc on ne cherche pas à le cacher, on veut le montrer. La jeune femme a subi d'atroces mutilations. Ses organes sexuels ont été soigneusement prélevés avec une précision déconcertante. Ses seins ont été découpés à 17 cm de diamètre. Elle est exsangue et aucune trace de sang n'est retrouvée autour de son cadavre. Les experts sont unanimes, ce crime atroce ne peut avoir été réalisé qu'avec un matériel approprié, probablement un scalpel et une table gynécologique. Le ou les tueurs ont eu besoin d'1 heure à 2 heures pour exécuter cet acte barbare. Par conséquent, tout laisse penser que ce crime, ainsi que l'acte chirurgical qui a suivi, ont été commis ailleurs et que le corps de la jeune femme a été ensuite déposé sur ce terrain vague comme pour l'offrir en spectacle à la vue de tout le monde. Tout le monde est effrayé. Ce deuxième drame va alerter les enquêteurs qui pensent qu'il peut déjà y avoir un lien entre ce crime et la disparition de Tatiana. On se dit, est-ce que Tatiana n'aurait pas subi le même sort que Mokhtaria? 2 jeunes filles ont été enlevées à proximité de la gare. Elles ont le même profil, elles sont jeunes, belles et toutes les 2 étudiantes. Le lien semble évident pour les enquêteurs qui rouvrent le dossier de la disparition de Tatiana. Mais la gendarmerie n'a pour l'instant aucune piste quant à l'identité du tueur. Quand les experts se penchent sur les mutilations dont Mokhtaria était victime, ils disent que les mutilations ont été faites de façon chirurgicale, que ça pourrait être fait par un professionnel de la découpe. Le médecin légiste avait été surpris par la précision du scalpel ou des instruments utilisés, des objets coupants, qui ont fait que les organes de Mokhtaria ont été découpés de façon hyper précise, comme s'il s'agissait d'un homme qui connaît très très bien l'anatomie et le corps.
Les traces de découpe, voire de dissection, peuvent orienter éventuellement vers certaines professions plus particulièrement. Et sur des dissections fines ou respectant certaines articulations, on peut orienter vers des personnes qui ont une certaine habitude dans la dissection. C'est-à-dire soit un chirurgien, soit un boucher. Une enquête est ouverte et il y a un suspect idéal. À proximité du lieu de découverte du corps habite un certain Palomino Barrios. Barrios est un faux médecin, un usurpateur. Muni de la simple copie d'un diplôme péruvien, il est parvenu à se faire embaucher par pas moins de 18 centres hospitaliers. Et à chaque fois, bien sûr, il en a été rapidement congédié, son incompétence étant flagrante. Il a aussi été surpris à plusieurs reprises en train de voler du matériel chirurgical dans différents hôpitaux. S'en est-il servi pour accomplir des actes barbares sur les victimes? Par ailleurs, à Perpignan, Barrios fréquente régulièrement le Café Figuère, un bar situé au bout de la rue Courteline, là où précisément les jeunes filles assassinées ont été vues pour la dernière fois. Pour les enquêteurs, Andrés Barrios devient le suspect numéro 1. Il y a cet homme qui a un nom un peu exotique, Palomino Barrios, qui est un homme péruvien, qui est assez trouble, qui a une personnalité assez étonnante parce que d'abord il s'est fait passer pour un médecin alors qu'il n'a pas les diplômes requis, il exerce à l'hôpital de Perpignan, il habite à proximité du terrain vague où a été retrouvé Mokhtaria Chaïb. Il a pu apprendre à faire des découpes dans un service où il avait travaillé, qui était un service de cancer du sein. Lorsqu'on avait fait l'inventaire de toutes ces affaires, il y avait 2 scalpels de 18 cm de long qui laissaient supposer que lui aussi avait un scalpel et savait l'utiliser. Immédiatement après la découverte du corps, il a, lui, lavé son fourgon, un fourgon qu'il utilisait régulièrement, mais qu'il n'avait jamais nettoyé depuis plusieurs années. Les voisins l'ont confirmé. Donc on se demande pourquoi cet homme qui n'était pas particulièrement soigneux a voulu nettoyer un fourgon si ça n'était pas pour faire disparaître des traces de quelque chose. Ce fourgon a été inspecté, examiné, détaillé, mais on n'a rien trouvé. Palomino clame son innocence, mais devant le nombre important de suspicions qui pèsent sur lui, il est placé en détention préventive le 18 janvier 1998, un mois après la découverte du corps de Mokhtaria. Pour les enquêteurs et la presse qui s'est emparée de l'affaire bien sûr, le mystère du meurtre de Mokhtaria semble être enfin élucidé malgré l'absence d'aveu de Palomino Barrios. Il est également soupçonné d'avoir un lien avec la disparition de Tatiana. Mais alors que le suspect numéro 1 est incarcéré, un événement tragique va de nouveau bouleverser la ville de Perpignan. Quelques mois à peine après l'incarcération de Palomino Barrios, intervient la disparition de Marie-Hélène González. Marie-Hélène González disparaît à son tour le 16 juin 1998 en empruntant le même trajet que Tatiana et Mokhtaria. Marie-Hélène, à 22 ans, travaille sur la côte comme saisonnière à Argelès-sur-Mer. Ce jour-là, une amie la dépose au centre d'Argelès où elle prend le train pour arriver à 21h à Perpignan. En sortant de la gare, elle tourne à droite dans la rue Courteline en direction du Café Figuère. Comme à son habitude, la jeune fille compte faire de l'autostop afin de rejoindre sa famille qui vit à Toulouge, un petit village situé à 11 km de Perpignan. Mais elle n'y arrivera jamais. Cette disparition ressemble étrangement à celle de Tatiana et de Mokhtaria. Marie-Hélène González, c'est pareil, elle a aussi les cheveux longs, c'est une très jolie fille, elle est brune, elle était seule au moment de sa disparition, il n'y a pas de témoins, personne n'a rien vu, rien entendu. Les enquêteurs, bien sûr, concentrent leurs efforts sur le quartier de la gare de Perpignan. On entend le maximum de personnes, on fait une enquête de voisinage, les gens qui habitent dans le quartier et qui sont susceptibles d'avoir commis les crimes sont tous surveillés, entendus, mais l'enquête ne donne rien. 10 jours après la disparition de Marie-Hélène González,
Johnny Reyes, dit Ramon, se promène en bordure du chemin Sainte-Barbe le long de l'autoroute A9 aux environs du cimetière sud de Perpignan. Johnny est un chiffonnier qui passe le plus clair de son temps à explorer les décharges à la recherche d'objets abandonnés qu'il restaure pour les revendre. Attiré par un tas de détritus, il s'intéresse de près à un vieux tapis qu'il soulève et en manquant de lui marcher dessus, il découvre un corps sans tête recroquevillé en position fétale. Le 16 juin 1998, le corps de Marie-Hélène est découvert 10 jours après sa disparition, à proximité du péage sud de Perpignan. Ce cadavre est en piteux état, sans les mains, sans la tête et avec des mutilations au niveau des parties sexuelles. Quand on voit comment est la victime, c'est-à-dire complètement éviscérée, je veux dire, c'est un peu comme les représentations de Dali, elle est coupée. Il n'y a pas de sang. Et il n'y avait pas de sang autour. Celui qui a commis ça savait comment faire pour éviter que le sang ne gicle. Le cadavre a été déposé sur place, n'a pas été mutilé à cet endroit puisque, comme pour Mokhtaria, il n'y a pas de traces de sang autour, il n'y a pas de traces de lutte, ni la terre ni les herbes ne sont abîmées. L'analyse ADN confirme que c'est bien le corps de Marie-Hélène González qui a été découvert dans cette zone à l'écart de Perpignan. La jeune femme a été violemment frappée et d'atroces mutilations lui ont été infligées post-mortem. Il lui manque la tête et les mains. Ses seins ont été amputés, ses organes sexuels, génitaux, prélevés. Si les découpes chirurgicales sont moins précises, le rapprochement avec les mutilations faites sur le corps de Mokhtaria est immédiatement fait. Dans les deux cas, le meurtrier a déposé le corps de la victime de façon à ce qu'elle soit découverte par le premier venu. Quelques jours après cette nouvelle découverte macabre, des pompiers sont appelés à 25 km de Perpignan, dans la zone boisée du Boulou, proche de la frontière espagnole, pour éteindre un feu. Ils découvrent dans un sac en plastique noir une tête et 2 mains. L'analyse ADN effectuée par la police scientifique sur ces morceaux de corps confirme que ce sont ceux de Marie-Hélène González. Quand on retrouve un visage, bon, le visage peut être examiné, même s'il n'y a plus de peau, plus rien, pour retrouver toutes ses caractéristiques physiques. Il y a des questions de dentition dont vous avez entendu parler. Enfin voilà, il y a plusieurs approches, mais l'ADN est loin d'être exclu pour l'identification de corps ou de parties de corps. Tout le monde est persuadé que l'on a affaire à un tueur en série, qui a nécessairement tué et Marie-Hélène et Mokhtaria. Parce que les 2 cadavres présentent des mutilations, les 2 ont disparu dans le quartier de la gare de Perpignan, et les 2 jeunes filles se ressemblent physiquement, quant à l'âge, quant au milieu social. Et donc, on se dit, c'est la même personne qui a tué Mokhtaria et qui a tué ensuite Marie-Hélène. Marie-Hélène est tuée au moment où Palomino Barrios est en prison. Donc, du coup, la thèse du faux chirurgien péruvien s'effondre. S'il est finalement, au bout de 8 mois, libéré, il y a d'abord le fait que l'enquête piétine et qu'on n'arrive pas à établir la culpabilité. Et on se dit qu'à ce moment-là, s'il y a un autre meurtre commis et que lui est en détention provisoire, c'est que manifestement, on n'a pas arrêté le bon coupable. Le meurtre de Marie-Hélène González innocente provisoirement Andrés Barrios, puisqu'il était emprisonné au moment des faits. Dès lors, la population de la ville de Perpignan vit dans l'angoisse. Les jours passent et les questions restent sans réponse. Les 3 affaires sont-elles liées? Un tueur en série rôde-t-il dans la ville et s'apprête-t-il à récidiver? Afin d'activer une enquête restée au point mort depuis l'arrestation de Barrios, les hommes de la police judiciaire demandent l'aide d'Interpol. Ensemble, ils auditionnent plus de 2000 personnes, tous suspects potentiels, pédophiles, exhibitionnistes, agresseurs sexuels, mais en vain. Plusieurs années s'écoulent et les enquêteurs sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse jusqu'au samedi 10 février 2001, où une nouvelle disparition va faire trembler à nouveau la ville de Perpignan. Février 2001, survient la disparition d'une 4e jeune fille.
Il s'agit de Fatima Hidraou, qui disparaît aussi dans le même quartier où ont disparu les 3 premières victimes dont on recherche les assassins. Le 10 février 2001, survient la disparition de Fatima Hidraou, 23 ans. C'est une belle fille, elle est grande et brune comme les autres. Pour financer ses études, Fatima travaille comme caissière dans un magasin de bricolage. Elle rentre chez elle un samedi soir après une journée de travail. Elle emprunte la rue Courteline, puis passe devant le café Figuère. Ce soir-là, elle ne rentrera pas. Sa sœur Samira préviendra la police dès le lendemain. Fatima, elle aussi, est enlevée du côté de la gare de Perpignan. C'est une jeune fille qui, comme les autres, a les cheveux bruns, c'est une belle fille. Tout le monde se dit que l'on a affaire donc à la 4e victime du tueur en série qui sévit dans le quartier de la gare. 2 ans après la disparition de Marie-Hélène, la psychose reprend. La police soupçonne encore et toujours le même tueur, mais comme à chaque fois, il n'y a ni témoin ni indice. Le coupable reste introuvable. 10 jours plus tard, un indice va cependant permettre aux enquêteurs d'apporter enfin une réponse à la disparition de Fatima. Des jeunes découvrent sur le parking d'un magasin un bulletin de paie. C'est celui de Fatima Hidraou. Donc ces jeunes portent ce bulletin de paie au propriétaire de ce magasin, qui lui se rappelle que quelques jours plus tôt, il avait vu un véhicule garé dans un coin un peu sombre. Le directeur du magasin est assez suspicieux, il a peur des rôdeurs, des cambrioleurs. Il note donc le numéro minéralogique de ce véhicule. Quand il a regardé ce véhicule de loin, il a vu la jambe d'une femme sortir précipitamment par la portière avant droite, puis rentrer à nouveau très rapidement à l'intérieur. La jeune fille essaie de sortir, ils s'attrapent un petit peu tous les deux. Il pense qu'il s'agit de 2 amoureux qui se disputent ou qui au contraire ont des ébats dans le véhicule. Quand on lui apporte le bulletin de salaire découvert sur le parking de son magasin, il va à la police et là, les enquêteurs se disent qu'il y a une coïncidence entre ce véhicule qui se trouvait sur le parking et la perte de ce bulletin de salaire. Pour les enquêteurs, ce témoignage est pris très au sérieux. Ils tiennent là peut-être un élément qui va les mettre sur la piste du tueur en série. Grâce au numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture, on retrouve son propriétaire, bien sûr. Il s'agit de Marc Delpech. À 34 ans, ce père de famille vit dans la région de Perpignan. Il est propriétaire d'un bar fréquenté par les jeunes, le San Diego. Cet homme a un bar à Perpignan, il raconte beaucoup d'histoires, il aime bien se mettre en scène. Dans son bar, il prend facilement la parole au comptoir, il se fait copain beaucoup avec les jeunes filles qui viennent. En fait, il se comporte pas vraiment comme un homme de sa génération, il a du bagou, il aime séduire. Marc Delpech est rapidement localisé. Il est dans l'est de la France en week-end chez ses beaux-parents. Les gendarmes l'interpelle et immédiatement cet individu au comportement étrange passe aux aveux. Marc Delpech dit être l'auteur du meurtre de sa maîtresse, Fatima Hidraou. Dès qu'il est interpellé, il dit oui, je sais pourquoi vous venez, il reconnaît les faits. On arrête Marc Delpech. Il a apparemment l'avantage de la franchise. Il explique longuement aux enquêteurs qu'il aimait depuis toujours sa maîtresse, qu'ils devaient avoir des relations ensemble, qu'elle l'a menacé de tout dévoiler. Dès les premières heures de son interrogatoire, les enquêteurs sont convaincus, c'est un crime passionnel. Marc Delpech leur explique qu'il a tué Fatima Hidraou par amour. Il va même jusqu'à leur donner les détails du meurtre. Il aurait étranglé Fatima, puis aurait emmené son corps au Cap Béar. Il l'aurait ensuite traîné jusqu'au rivage avant de le donner à la mer. C'est donc un crime isolé qui n'a aucun lien avec la disparition de Tatiana et les meurtres de Mokhtaria et Marie-Hélène. Immédiatement, alors que tous les journalistes du monde entier, il y a des journalistes américains à Perpignan qui se disent ça y est, on a le 4e crime d'un tueur en série et on vient d'arrêter un tueur en série, tout le monde repart parce que les enquêteurs et le procureur de la République disent mais pas du tout, ça n'est pas un tueur en série, là ça n'a rien à voir avec le reste, c'est un crime passionnel. Mais pour la famille de Fatima,
la version de Marc Delpech ne tient pas. Selon eux, Fatima n'avait pas d'amant. C'était une jeune fille très réservée, qui n'avait parlé à personne de Marc Delpech. Or, s'ils avaient eu ensemble des relations suivies, ça n'aurait pas manqué d'échapper à l'entourage et Fatima en aurait parlé au moins à sa meilleure amie. On a pu vérifier que les appels téléphoniques entre eux, il n'y en avait pas, qu'ils ne se connaissaient pratiquement pas. Marc Delpech est alors soupçonné de mentir. Mais faute d'éléments nouveaux, les enquêteurs conservent la thèse du crime passionnel. Alors que l'on doit reconstituer le crime au Cap Béar, donc au bord de la mer, un promeneur découvre le corps de Fatima Hidraou. Le 13 mars 2001, plus d'un mois après l'assassinat de Fatima Hidraou, un jogger découvre un corps enseveli sous la vase au bord de l'étang du Canet, à proximité de la maison de Marc Delpech. La jeune femme était vêtue et son autopsie révélera des traces de coups au visage. On vient de découvrir le corps, il pensait qu'on ne le découvrirait jamais. Spontanément, il dit « Je l'ai violé ». Après la découverte du corps, Marc Delpech se rétracte et change de version. Il n'a finalement pas jeté Fatima à la mer, mais reconnaît l'avoir violée et tuée dans la voiture avant d'aller l'enterrer avec une pelle au bord de l'étang du Canet. C'est un homme qui manifestement est manipulateur, intelligent et capable d'inventer une histoire à laquelle des policiers chevronnés ont cru. Les enquêteurs s'intéressent alors de près à la personnalité de cet homme qui a réussi à les mener sur une fausse piste. Qui est-il? Est-il vraiment étranger au meurtre de Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène? Lors d'une perquisition dans son domicile, dans sa villa, on retrouve curieusement pas mal d'articles de presse bien rangés, si vous voulez, dans des cartons, dans des classeurs, avec toutes les histoires des disparus de Perpignan. Les enquêteurs et la population sont d'autant plus convaincus que Marc Delpech est peut-être responsable de la disparition d'autres personnes, que l'on a découvert chez lui le début d'un roman qu'il a lui-même écrit, qui s'intitule Tatiana, et dans lequel il explique qu'un prédateur repère une prénommée Tatiana et la fait disparaître. Et dans les premiers paragraphes, il décrit sa démarche d'une façon surprenante. En perquisitionnant le domicile de Marc Delpech, les enquêteurs découvrent plusieurs éléments qui, sans être réellement des preuves matérielles, n'en constituent pas moins des indices à charge. Parmi eux, l'ébauche d'un roman policier intitulé « Tatiana » que Delpech était en train d'écrire. À l'instar de la jeune disparue, l'héroïne porte un grain de beauté sur le bout du nez et un passage du livre évoque sa mort, survenue 6 ans plus tôt. Les proches de Tatiana Andujar sont persuadés qu'il s'agit là d'une confession. Je reste persuadée que sa description correspond à quelque chose qu'il aurait fait auparavant et peut-être donc lorsqu'il a supprimé le corps de ma fille. De plus, un autre élément troublant laisse à penser qu'il aurait pu croiser le chemin des autres victimes. En cherchant dans les affaires à Tatiana, on découvre l'affiche du San Diego, qui était le café dont Marc Delpech, l'assassin de Fatima, était gérant. C'est la certitude pour nous que Marc Delpech a rencontré Tatiana. Marc Delpech peut avoir croisé la route des autres jeunes femmes parce qu'il tient un établissement festif, parce qu'il y a pas mal de jeunes gens qui se mélangent dans ce bar, aussi bien des générations un peu différentes. Et puis on est quand même dans le quartier du centre-ville, pas loin de la gare de Perpignan. Donc on se dit pourquoi pas. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Marc Delpech est également un habitué des stations balnéaires le long du littoral. Marc Delpech était commercial pour des limonades et il faisait un petit peu le circuit de toute la côte de Leucate jusqu'à Port-Vendres. Ces 3 jeunes filles qui ont disparu, elles sont étudiantes et pour se faire des sous l'été, elles ont des jobs de vacances. Et curieusement, c'est vrai qu'elles ont toutes travaillé sur la côte. Donc il y en a une à Port-Leucate, une à Collioure, une à Argelès. Et peut-être que ce sont dans ces établissements de vacances
que Marc Delpech a pu faire sa connaissance si elles ne sont pas passées dans son fameux café San Diego. En tout cas, on peut croire que le lien a pu s'établir aussi à la plage. C'est beaucoup de coïncidences pour ne pas penser que cet homme est coupable de la disparition de ma fille. Un élément supplémentaire vient renforcer la thèse du tueur en série. En 1995, Tatiana Andorar, la première victime, a été vue pour la dernière fois alors qu'elle montait à bord d'une voiture blanche. À cette époque, Marc Delpech possédait une voiture de couleur blanche. Les enquêteurs se penchent alors sur son emploi du temps les jours de la disparition de Tatiana, de Mokhtaria et de Marie-Hélène, plusieurs années auparavant. Mais Marc Delpech n'a aucun alibi solide à leur fournir. À partir du moment où il sait qu'il est soupçonné d'avoir commis d'autres crimes, d'être responsable d'autres disparitions, Marc Delpech va complètement se renfermer sur lui-même, refusant de répondre aux questions qui lui sont posées. Son silence et ses nombreuses coïncidences sèment le trouble dans le système judiciaire. Les zones d'ombre et les mensonges de Marc Delpech laissent les enquêteurs perplexes. Mais les preuves manquent pour l'inculper des 4 meurtres. Il est alors mis en examen pour avoir tué Fatima Hidraou, puis placé en détention provisoire jusqu'à son procès qui a lieu en juin 2004, 3 ans après la mort de Fatima. Lors du procès, son mutisme exacerbe les familles des victimes. Au procès de Fatima, lorsque notre avocat, l'avocat des familles, lui demande s'il a rencontré Tatiana Andujar, s'il connaît Tatiana Andujar, il reste silencieux et c'est très choquant. C'est très choquant parce que je me dis que si réellement il n'a rien à voir de la disparition de ma fille, il s'en défendrait. Or, au moment du procès, il ne s'en défend pas. Il refuse de s'exprimer. Il prétend avoir des malaises, en tout cas il les simule, et il ne parle plus. Et le jour où il comparaît devant la cour d'assises, il est dans le même état d'esprit. Il veut bien parler du crime qu'il a commis, tout en prétendant toujours avoir été l'amant de Fatima Hidraou. Il continue, ou il recommence à nier l'avoir violée. Son comportement intrigue les magistrats et les jurés. Et il est condamné le 18 juin 2004 à 30 ans de réclusion criminelle, ce qui pour un crime dit passionnel est exceptionnel. Et il va ensuite voir cette peine confirmée devant la cour d'appel. Marc Delpech est condamné à une peine exemplaire pour avoir violé et tué Fatima Hidraou. Mais qu'en est-il des 3 autres filles disparues? Est-il également impliqué dans la mort de Mokhtaria, Marie-Hélène? A-t-il agi de la même manière avec Tatiana? Les corps des 3 filles tuées entre 1997 et 2001 ont de nombreux points communs. Ils ont tous été déludés, leurs sacs et leurs bijoux avaient disparu. Marc Delpech pourrait-il être le tueur en série de la gare de Perpignan? Une question qui reste pour l'instant sans certitude et qui laisse la famille des victimes dans un doute insoutenable. Le plus douloureux, c'est de ne pas savoir si Tatiana est morte, si Tatiana est vivante. On vit avec des pressentiments, on vit avec des angoisses, on vit avec des journées d'espoir, on vit avec des journées de désespoir. On ne sait pas, on n'a pas de réponse. Et c'est une torture au quotidien. Depuis 1995, 4 jeunes filles dans la fleur de l'âge ont été les cibles d'un ou de plusieurs criminels et seulement le meurtre d'une d'elles a pu être élucidé. Certains s'interrogent sur l'unité de temps, le début de la nuit, l'unité de lieu, le quartier de la gare, l'unité d'action, enlèvement suivi de meurtre de victimes avec le même procès. S'agit-il d'un tueur en série, d'un serial killer? L'ombre du tueur ou des tueurs de la gare de Perpignan plane toujours sur la région. Mais en octobre 2014, l'enquête connaît une avancée majeure avec l'interpellation d'un homme pour le meurtre de Mokhtaria Chaïb. À l'automne 2014, Jacques Rançon, un délinquant sexuel qui a déjà été incarcéré 8 ans à Amiens pour viol, avoue les faits. Il donne même des détails et va jusqu'à mimer les actions. Il avait pour l'habitude de rôder la nuit dans le secteur de la gare de Perpignan. 17 ans après les crimes, les progrès de la police scientifique permettent de confondre l'ADN de Rançon avec celui retrouvé sur la scène de crime de Mokhtaria Chaïb. Le mardi 9 juin 2015,
un nouveau rebondissement se produit lors d'une garde à vue. Il avoue en effet être également l'auteur de l'assassinat de Marie-Hélène González. Le mystère demeure toujours quant à la disparition de Tatiana. Jacques Ranson était en prison, je le rappelle, quand elle a disparu. Delpech a menti sur le fait qu'il a offert le corps de Fatima à la mer au Cap Béar. Certains pensent même que son histoire n'a pas été inventée et que c'est le corps de Tatiana Andorra qu'il aurait offert à la mer en 1995. La seconde histoire que je vais vous raconter maintenant a pour cadre les États-Unis. Elle porte sur 3 meurtres, commis à quelques mois d'intervalle dans une petite ville proche de Los Angeles. Sans plus attendre, plongeons-nous dans cette deuxième affaire des enquêtes impossibles. Le jour se lève sur Port Hueneme, une petite ville située à un peu moins de 100 km de Los Angeles. Il est encore tôt. Les 2 jeunes fils de Norma Rodriguez, Andrew et Austin, dorment encore. Norma, Andrew, vous m'entendez? Un peu avant 8 heures, les 2 enfants sont brusquement tirés de leur sommeil par un bruit sourd. Mon père frappait à la porte et hurlait pour qu'on lui ouvre. Andrew comprend qu'il est en retard et se demande pourquoi sa mère ne l'a pas réveillé comme d'habitude. Son père finit par rentrer dans la maison avec un double des clés. Norma! Après, la seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai entendu mon père crier « Non, non !» Je me suis précipité dans le salon. Il y avait mon père et mon oncle, et aussi ma mère. Là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le jeune garçon de 11 ans n'oubliera jamais ce qu'il a vu ce matin-là. Sa mère gît inerte par terre, sa tête entièrement enveloppée dans du ruban adhésif du front au menton. Andrew regarde son oncle et son père découper l'épais ruban adhésif qui occulte la bouche de Norma. Mais il est trop tard, elle ne respire plus. La jeune femme de 32 ans est morte. Norma avait 2 enfants, Austin, 4 ans, et Andrew, 11 ans. Elle vivait seule avec eux depuis qu'elle s'était séparée de leur père Aaron 2 ans auparavant. Elle travaillait dur dans un supermarché de la ville pour élever ses 2 garçons. On était tout pour elle. Elle faisait tout pour nous. Elle se démenait pour que nous ne manquions de rien. Lorsque la police de Port Hueneme arrive sur place, les enquêteurs ne trouvent aucun indice sur la scène de crime. Aucune trace de sang, aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction. Norma est habillée, les clés de la maison sont par terre, tout près du corps. Tout semblait normal dans la maison. Il y avait de l'argent liquide qui traînait. Tous les autres objets de valeur étaient intacts. Personne n'y avait touché. La maison était en ordre. De toute évidence, le mobile du meurtre n'était pas le vol. Le seul élément dont disposent les enquêteurs, les multiples couches de ruban adhésif autour de la tête de la victime. Il faut déjà faire des prélèvements pour rechercher des traces d'ADN sur le ruban adhésif. Et ces prélèvements devraient être faits avant qu'on déplace le corps pour ne pas perdre ces indices-là. Puis ensuite savoir le nombre de tours, comment ceci a été mis. Donc ça c'est de nouveau une synergie entre enquêteurs et médecins légistes pour arriver ensuite à une bonne compréhension du modus operandi. C'était un détail aussi affreux qu'inhabituel, de voir sa tête enveloppée comme ça dans du ruban adhésif. On se serait cru dans un film d'horreur. D'après le légiste, elle était morte par asphyxie. Le tueur l'avait étranglée et étouffée avec le ruban adhésif. En matière de strangulation, d'asphyxie, puisque c'est un syndrome asphyxique dans les 2 cas, tout dépend des constatations qu'ont fait les médecins légistes quant aux lésions qu'on retrouve au niveau cervical. Est-ce qu'il y a des lésions de l'os hyoïde, du cartilage thyroïde? Est-ce qu'il y a des ecchymoses? Ensuite, c'est l'analyse de ces tours de ruban adhésif au niveau des voies respiratoires externes. Il faut vraiment voir si cette strangulation a été, affirmée par des lésions lors de l'autopsie.
Aucun élément ne laissait penser qu'elle avait essayé de l'arracher. Ce qui veut dire qu'elle était inconsciente ou déjà morte lorsque son agresseur lui avait enroulé autour de la tête. On lui avait enroulé 6 mètres de ruban autour du crâne, soit 14 tours. Un tour sur la bouche aurait suffi à la faire taire. Alors pourquoi s'acharner de la sorte? Ça reste un mystère pour moi. Ce qui est très particulier dans la découverte du corps, c'est d'abord qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Le tueur a peut-être utilisé les clés de la victime. Deuxième chose, ce n'est pas un mobile crapuleux, puisque ses bijoux, son argent n'ont pas été touchés. Mais ce qui est le plus frappant, c'est l'utilisation de ce ruban adhésif, puisqu'il y a 14 tours autour de la tête. Pour terrifiante qu'elle soit, la scène de crime intrigue les enquêteurs. En effet, l'étrangeté du mode opératoire du meurtrier ne permet pas de déterminer son mobile. S'agit-il d'un rituel macabre ou est-ce la signature d'un tueur psychopathe? En attendant les résultats des analyses médico-légales, les policiers tentent de reconstituer les dernières heures de la jeune femme. Au moment du crime, elle était seule à la maison avec Austin, son fils de 4 ans, tandis qu'Andrew, l'aîné, se trouvait à l'extérieur avec son père. Je passais les week-ends avec mon père. J'allais le voir chez lui, mais ce jour-là, on est allé voir un match de baseball. Andrew rentre chez lui le lundi soir vers 21h. À son arrivée, toutes les lumières sont éteintes et la porte d'entrée est fermée à clé. Il regagne sa chambre par la fenêtre pour ne pas réveiller sa mère. Son petit frère Austin est encore réveillé. T'es pas encore au lit? J'ai fermé la fenêtre et j'ai parlé quelques instants avec mon frère. Elle a quelque chose sur la figure. Il se souvenait qu'Austin lui avait dit que leur mère avait quelque chose sur le visage. Sur le coup, il a cru qu'elle s'était fait un masque. Austin lui a ensuite dit qu'il avait faim, parce qu'il n'avait pas mangé de la journée. Andrew a écourté et lui a dit « Il est tard, va dormir. On verra ça demain matin. » Si à ce moment-là, la jeune femme avait déjà du ruban adhésif autour de la tête et que le petit Austin n'ait rien mangé de la journée, eh bien cela veut dire que le meurtre a vraisemblablement eu lieu dimanche soir. Norma! Le corps de la jeune femme ne sera découvert que le lendemain matin, lorsque le père d'Andrew arrive pour l'emmener à l'école. Je vais te poser quelques questions. Austin a peut-être vu le tueur. Les enquêteurs l'interrogent pour tenter d'en savoir plus. Mais le petit garçon de 4 ans est muré dans le silence. Il était très jeune. Il avait du mal à s'exprimer. Il n'a pas compris ce qui se passait. La seule chose qu'il savait, c'est que sa mère avait quelque chose sur le visage et qu'elle ne bougeait plus. Il était sous le choc. Il était traumatisé. C'était horrible. Ça nous faisait vraiment mal au cœur. En attendant de voir si le jeune garçon peut leur en apprendre davantage, les enquêteurs dressent la liste des suspects potentiels. L'utilisation du ruban adhésif laisse à penser qu'il s'agit d'un crime passionnel. C'est un message adressé par le tueur à sa victime. C'est « je veux pas que tu me parles et je veux pas que tu me regardes ». Ça veut dire qu'il y a une connaissance préalable entre la victime et son meurtrier. Le suspect numéro 1 est l'ex-mari de Norma, Aaron Reynaldo. Ils formaient un couple plutôt heureux, leur mariage a duré 12 ans. Mais ils ont fini par se séparer. Où étiez-vous la nuit du 30 mai? Aaron a un alibi pour la nuit du meurtre. Il était chez lui à Oxnard avec son fils Andrew. Il est resté avec moi tout le week-end. Avez-vous étranglé Norma Rodriguez? La police espère que le détecteur de mensonges permettra d'en savoir plus, mais les résultats ne sont pas concluants.
En l'absence de preuves, les enquêteurs rayent Aaron de la liste des suspects. Pour en savoir plus sur la vie privée de Norma, ils interrogent sa collègue et amie Benita. Et elle leur apprend que celle-ci était sortie avec un certain Denis Garzo. Apparemment, leur relation était plutôt mouvementée. Lassé d'entretenir une relation orageuse, ponctuée de disputes à propos d'argent, Denis Garzo avait rompu avec Norma et était allé retrouver Lucie, son ex-petite amie. Norma en avait été très affectée et continuait de lui téléphoner à tout propos, au point que Lucie, exaspérée, menaçait de le quitter. Dans le but de mettre un terme à cette situation conflictuelle, Garzo avait-il décidé de supprimer son ex-maîtresse, devenue décidément trop encombrante. Une autre information attire l'attention des policiers. Quelques jours avant le drame, Denis Garzo avait prêté main forte à Andrew, le fils aîné de Norma, pour installer un panier de basket dans la cour de leur maison. Et pour ce faire, il avait utilisé du ruban d'adhésif de couleur grise, semblable à celui ayant servi à envelopper le visage de Norma. Appréhendé, Garzo accepte de se soumettre au détecteur de mensonges, mais le résultat étant négatif, il est éliminé de la liste des suspects et l'enquête retourne au point mort. Si vous avez des informations. Les proches de Norma distribuent des affichettes écrites par ses propres enfants. Quelqu'un a tué notre maman, aidez-nous. Les enquêteurs décident d'étendre leurs recherches au cercle d'amis de Norma, y compris ses collègues de supermarché. Le samedi précédant sa mort, elle avait invité chez elle plusieurs d'entre eux pour un barbecue. Ma mère aimait faire la fête. Elle aimait quand on passait du temps tous ensemble et que tout le monde s'amusait. Les invités présents ce jour-là révèlent alors aux policiers une information capitale. Durant la fête, Norma était stressée parce qu'elle avait perdu ses clés. Et si le tueur les avait subtilisées? Quelqu'un a pu les lui voler pour pouvoir entrer chez elle. Les clés étaient sur la scène de crime, en évidence près du corps. On s'est dit qu'un de ses proches devait bien avoir un double. Malheureusement, les clés ne portent aucune empreinte exploitable. Sans compter que le seul témoin est encore sous le choc et s'est réfugié dans le silence. T'inquiète pas, petit. Heureusement, Austin sort bientôt de son mutisme. Tu n'as vu personne? Si. Il était comment? Vu son jeune âge à l'époque, on savait qu'on aurait du mal à le faire parler. Pour interroger un enfant qui a été témoin d'un événement traumatisant, en l'occurrence le meurtre de sa propre mère, il faut des enquêteurs spécialisés. On va enregistrer en vidéo le témoignage de cet enfant, tout simplement pour ne pas lui faire revivre à plusieurs reprises ce traumatisme. La difficulté, c'est que les enfants ne voient pas les faits de la même manière qu'un adulte et vont les décrire d'une façon pas toujours audible ou pas toujours facile à décrypter pour un adulte. Donc c'est la deuxième écueil, c'est effectivement de se mettre dans les mots de l'enfant et d'essayer de comprendre ce que l'enfant va nous dire. On a tout fait pour le rassurer et le mettre en confiance. Austin? Oui. Tu sais où est ta maman? C'est ça, elle est au ciel. Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? Ils lui ont mis du scotch sur la bouche. Et ils ont fait quoi avant de faire ça? Ils criaient. Le monsieur était de quelle couleur? Blanc? Blanc. Et ses cheveux? Jaune. Jaune? Ce méchant monsieur, tu veux qu'il aille en prison? Alors dis-nous comment il s'appelle. Warren? Warren.
Cette information capitale relance l'enquête. Comment ça va? Ça va. Un des collègues de Norma au supermarché s'appelle justement Warren. Ils se connaissaient depuis plus de 2 ans. Arrête! Et il faisait partie des invités du barbecue. Norma s'était déjà plainte auprès de 2 de ses amis au sujet de Warren. Elle le trouvait trop entreprenant. Mais le jeune homme ne tient pas compte des refus répétés de la jeune femme. T'as rien d'autre à faire? D'après les amis de Norma, Warren était plus qu'envahissant. Ça va, merci. Et elle avait souvent du mal à s'en défaire. Elle parlait facilement de sa vie privée. Il avait peut-être entendu dire qu'elle avait des aventures et était venu lui faire une crise de jalousie. Warren. D'après ses collègues de travail, Il s'énervait facilement. il était colérique et très lunatique. Quelle relation aviez-vous? Lorsque la police l'interroge, Mackie est surpris d'être suspecté. Warren Mackie nous a dit qu'il était un très bon ami de Norma, mais pas plus. Il n'y avait rien entre eux. Il n'a jamais fait preuve de violence. Mes amis pourront vous dire où j'étais. Et il a un alibi. La nuit du meurtre, il est sorti boire un verre avec ses colocataires et il est rentré chez lui vers 1h30 du matin. On a interrogé les 2 colocataires et ils ont confirmé sa version des faits. Ils étaient bien rentrés vers 1h30 du matin. Ensuite, ils sont allés se coucher, chacun dans leur chambre, et ils y sont restés jusqu'au lendemain matin. Mais ça ne suffit pas à blanchir Warren. Il a très bien pu se relever pour aller chez Norma. Maman, ça va? Et la tuer devant son fils Austin. Maman, réveille-toi. Accepteriez-vous de nous laisser analyser votre voix? Mackie se montre tout à fait coopératif. Je ferai ce que vous voulez. Il accepte qu'on lui prélève des cheveux, qu'on prenne ses empreintes digitales et se soumet sans hésiter au détecteur de mensonges. Avez-vous tué Norma Rodriguez? Non. Les résultats du polygraphe n'ont rien révélé d'anormal. Je peux y aller? C'est bon? Rien ne semble confirmer les dires du petit garçon. Mais dans ce cas, pourquoi accuse-t-il Warren? Warren a mis du scotch sur la figure de maman. Dennis Garzo et Warren Mackie, les 2 principaux suspects, ont été provisoirement innocentés par le détecteur de mensonges. Parvenus à ce stade, les policiers sont dans l'impasse. Et ils ne savent pas dans quelle direction orienter de nouvelles recherches. Le meurtrier va-t-il commettre une erreur qui leur permettra d'identifier des indices restés inexploités? Vont-ils relancer l'enquête? L'enquête piétine. Jusqu'à ce que la police soit appelée sur une autre scène de crime 1 mois plus tard. On a un meurtre. Là aussi, la victime est une femme célibataire. Norma a été retrouvée le 1er juin 1993. Et Béatrice Bellis a été assassinée chez elle le 27 juin, à seulement quelques pâtés de maison de chez Norma. Comme chez Norma, il n'y a pas eu effraction. La victime vivait seule dans une résidence pour personnes âgées. Béatrice était sourde-muette depuis l'enfance. Elle n'a donc pas pu entendre son agresseur. Et lorsqu'elle l'a vu, il était probablement déjà trop tard. Elle ne représentait un danger pour personne. Et c'est l'une des scènes de crime les plus atroces que j'ai vues. Sur place, les enquêteurs ne retrouvent pas les mêmes éléments que chez Norma. Béatrice a été violée avant d'être violemment poignardée à mort. Et elle n'a pas de ruban adhésif autour de la tête. Le mode opératoire est totalement différent. Le mode opératoire d'un tueur, c'est la manière qu'il va avoir de tuer ses victimes. Le mode opératoire est à différencier
de ce qu'on appelle la signature psychologique qu'on voit dans tous les épisodes d'Esprit criminel, où par exemple le tueur va laisser un message auprès du corps, va emporter des parties du corps. Ça ne fait pas partie du mode opératoire. C'est ce qui apporte la satisfaction au tueur d'un point de vue psychologique. À peine un mois plus tard, Cynthia Burger, 44 ans, rentre chez elle après avoir fait ses courses à l'épicerie du quartier. Quelques heures après, sa maison est dévorée par les flammes. Les pompiers se précipitent sur place et font une macabre découverte. Elle a été retrouvée le lendemain matin dans sa baignoire. Elle avait été violée et étranglée. 3 meurtres en 3 mois. La ville est sous le choc. Port Hueneme serait-elle la cible d'un tueur en série? Les victimes étaient toutes les 3 des femmes célibataires. Et chaque meurtre se révèle plus violent que le précédent. Pourtant, les enquêteurs ne trouvent aucun autre point commun entre les 3 affaires. Norma, strangulation et ruban adhésif. Béatrice, poignardée. Cindy, étranglée à main nue et incendie volontaire. Les 3 meurtres ne semblaient pas reliés. D'habitude, un criminel en série utilise toujours le même modus operandi. Il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas un seul auteur pour tous ces crimes. Et a priori, on ne peut pas savoir sur le mode opératoire. Que ce qu'on nous donne, encore une fois, d'habitude sur les tueurs en série, c'est-à-dire qu'ils tuent de la même façon, les mêmes victimes, etc., c'est absolument faux. En moyenne, ils ont 2 à 3 modes opératoires, sauf cas exceptionnels. Je dirais que finalement, celui qui a le même mode opératoire et les mêmes victimes, il est rarissime. Les victimes étaient toutes des femmes, mais elles n'avaient pas le même âge et n'étaient pas issues du même milieu social. Selon moi, il ne pouvait pas s'agir d'un tueur en série. Cette hypothèse laisse entrevoir un scénario encore plus effrayant, celui de 3 tueurs qui sévissent simultanément dans la petite ville. Donc quand on a une série rapide dans une région, on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de crime, on peut se poser la question si c'est le même. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus grave, d'en avoir un ou d'en avoir 3 qui ont tué? 3 meurtres. 3 meurtres plus terrifiants les uns que les autres. 3 femmes d'âge et de milieu social très différents. 3 modes opératoires qu'aucun dénominateur commun ne peut relier. Après avoir envisagé l'hypothèse du tueur en série, les enquêteurs sont obligés de se rendre à l'évidence. Si les 3 meurtres n'ont rien en commun, c'est peut-être que 3 prédateurs différents sévissent en même temps dans la ville. Contrairement aux 2 autres victimes, Norma Rodriguez n'a pas été violée. Il est donc plus difficile de trouver un ADN exploitable. Les enquêteurs disposent seulement de quelques bouts de ses ongles. On y retrouve des traces microscopiques d'ADN de l'assassin. Vu qu'on avait l'ADN du tueur, on a décidé de le comparer avec celui de tous les hommes de sa famille et de son cercle d'amis. Les résultats ADN disculpent un par un tous les suspects. Pourtant, le 1er juin 2003, 10 ans après le meurtre de Norma, grâce aux avancées technologiques, le laboratoire trouve enfin une correspondance. Il s'agit de l'ADN de Warren Mackey, le collègue de Norma qu'Austin avait désigné dès le début de l'enquête. C'est Warren. Je n'en revenais pas. On le soupçonnait, mais ce n'était pas non plus notre suspect numéro 1. Le fait qu'on ait retrouvé l'ADN de Warren sous les ongles de Norma ne veut pas forcément dire qu'il l'a tué. Elle a très bien pu lui toucher le bras au cours du barbecue, par exemple. D'autant plus qu'il est passé au détecteur de mensonges et que les résultats n'ont rien révélé d'anormal. Non. Par contre, s'il est vraiment innocent, son ADN ne peut pas être sur le ruban adhésif enroulé sur la tête de Norma. J'ai gardé ce ruban adhésif pendant 9 ans dans un tiroir de mon bureau. J'avais de quoi reconstituer la quasi-totalité des 6 mètres retrouvés sur le corps, à 5 cm près. Encore un travail de titan. Mais l'expert médico-légal Ed Jones finit par isoler une trace d'ADN aux 2 extrémités du ruban adhésif.
Les 2 empreintes génétiques sont celles de Warren Mackey. C'était comme si on avait décroché le gros lot. On récoltait enfin le fruit de tous nos efforts. On tenait notre coupable. Le 27 août 2003, les enquêteurs convoquent Mackey pour l'interroger. Un dévidoir adhésif. Vous savez ce que c'est? Et le ruban adhésif, vous n'en utilisiez jamais au supermarché? Pas dans mon rayon en tout cas. Je travaillais au rayon bijoux et montres. Les autres rayons, je sais pas. Peut-être. Même pas pour fermer des cartons? On utilisait du film plastique transparent pour ça. Vous n'avez jamais eu aucun contact physique avec elle? Non, à part la fois où je l'ai prise dans mes bras. Vous vous souvenez du jour où nous nous sommes vus et que nous avons prélevé votre ADN? Oui. On avait un tas d'ADN prélevé sur différentes personnes. Mais savez-vous que c'est le vôtre qu'on a retrouvé sur elle? Ah bon? Et comment ça se fait? Je vous retourne la question. J'en sais rien. Je vois pas comment c'est possible. On n'a jamais eu aucun contact physique, aucun rapport intime, aucune relation sexuelle. Votre ADN était sous ses ongles. Mackey est pris au piège. Il tente désespérément de se justifier en prétendant que c'est certainement à cause du barbecue la veille du meurtre. J'ai dû la prendre dans mes bras. Quand je l'ai embrassée. La veille? Le samedi soir. Ce n'était pas le dimanche soir? Non, j'étais pas là. Vraiment? Pourtant, votre ADN était sous ses ongles le dimanche soir. Et il est aussi sur le ruban adhésif. Il faut savoir que sur le scotch, on a, bien sûr il peut y avoir des gants toujours, mais de très très bonnes révélations de traces papillaires et de la conservation d'ADN. Mais on a également la possibilité, si le produit de colle a été amené par le malfaiteur, on peut même analyser les colles en elles-mêmes pour, en cas de perquisition chez un suspect, comparer avec des rouleaux scotch qu'il y a chez lui. Même la composition de la colle permet de faire des rapprochements. On est toujours dans ce bon vieux principe qui est le fondement de la police scientifique, le principe de l'échange. Voilà, on cherche des similitudes et on les rapproche pour regarder si ça colle. J'ai rien à voir avec tout ça. On n'a trouvé aucun ADN sous ses ongles, sauf le vôtre. J'ai répondu à vos questions et vous m'accusez? Mackey est placé en garde à vue pour le meurtre de Norma Rodriguez. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est ridicule, impossible. Quoi? Qu'on vous ait enfin eu au bout de 10 ans? On m'a appelé tard dans la soirée. Le lieutenant Dennis Fitzgerald m'a dit qu'il tenait le coupable et que c'était Warren Mackey. C'était un ami de ma mère. Je me souviens qu'il venait parfois à la maison. Il voulait toujours qu'on l'invite quand on fêtait quelque chose à la maison. J'en revenais pas. Lorsque Mackey comprend qu'il est pris au piège, il accepte de plaider coupable pour réduire sa peine de prison. Pendant 2 ans, il a courtisé Norma Rodriguez en vain. Arrête! Allez, viens. Elle avait des problèmes de couple et elle avait fini par rompre avec son petit ami de l'époque. Du coup, Mackey a cru qu'il avait sa chance. Il n'y aura jamais rien entre nous, ok? Je pensais que... Désolée. Mais elle s'intéressait à d'autres hommes, donc il a dû se sentir trahi. Durant le barbecue, Norma repousse les avances de Warren. Curieuse coïncidence, c'est aussi ce jour-là que les clés de Norma disparaissent. Mackey les lui a probablement prises pour pouvoir revenir plus tard le lendemain soir. Il sait qu'il lui arrive de s'endormir sur le canapé du salon. Certains disent qu'il avait prémédité son acte, qu'il est allé là-bas avec l'intention de la tuer. Il s'est senti trahi, il est devenu fou et il l'a étranglée. Quand on vous rejette pendant des mois et des mois, ce ressenti, cette frustration va s'amplifier, elle se construit et on envisage
de tuer l'autre parce qu'il vous rejette. Effectivement, un crime passionnel peut être prémédité, il peut être calculé, parce que la souffrance devient tellement insupportable pour quelqu'un qui est rejeté, il n'a d'autre moyen de mettre un terme à cette frustration ou à cette souffrance que d'envisager le meurtre de l'autre et la mort de l'autre. Pris de remords, il lui enroule la tête dans du ruban adhésif pour ne plus voir les yeux de la femme qu'il a tenté de séduire pendant 2 ans. Mais dans sa folie meurtrière, il en utilise beaucoup plus que nécessaire et laisse une trace d'ADN dessus. C'est ce qui finira par le trahir. C'était un introverti, un lâche, et pas très malin en plus, puisqu'on a fini par l'avoir. Warren Mackay a plaidé coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à 15 ans de prison. 10 ans. 10 ans auront été nécessaires aux enquêteurs pour résoudre l'assassinat hors du commun de Norma Rodriguez. 2 facteurs déterminants ont permis ce succès. D'abord, l'acharnement du lieutenant Dennis Fitzgerald à ne jamais renoncer à découvrir la vérité et les progrès fulgurants réalisés dans le domaine du prélèvement et de l'exploitation des indices d'ADN. C'est sur cette constatation que prend fin cette émission spéciale. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous retrouverai prochainement sur NT1 pour de nouvelles enquêtes impossibles et je vous souhaite une très bonne soirée.